Bon après-midi à tous. Merci d'être venus. J'espère que vous avez pu vous restaurer tranquillement. Il est 14 heures, donc je propose qu'on relance le séminaire avec la session qui est dédiée à naître, grandir et vieillir avec le VIH-Sida, avec nos deux modérateurs qui sont là, donc Clotilde et Ndai, qui vont donc maintenant prendre le relais et introduire la séance. Je vous remercie. Merci. Donc, on va commencer la deuxième session de la journée. Une session qui est consacrée à naître, grandir et vieillir avec le VIH. Alors, on va faire les choses à l'envers. On va commencer à parler plutôt du vieillissement avec Christophe Mathias, qui est un militant bénévole depuis 91, depuis un certain temps, au sein d'ACT UP, de Projet Food et aussi des Actupiennes, dont les sujets de prédilection sont les droits sociaux, la retraite et le vieillissement. Il va nous présenter aujourd'hui les premiers résultats de l'enquête interassociative sur le sujet vieillir avec le VIH à destination des PV-VIH de plus de 50 ans et des professionnels de santé. Christophe, tu as 20 minutes. Ouais. J'imagine que j'appuie là. Hop. Ah ben déjà, ça commence pas. Donc, quelques mots sur moi-même. Donc, je suis un militant associatif, donc je n'ai aucun conflit d'intérêt, aussi bien avec l'industrie pharmaceutique ou avec les associations n'étant jamais été salarié. Donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, les participants de cette étude, pour faire simple, c'est le laboratoire Vive qui a demandé à l'association Moi Patient de réaliser une étude. Donc, ça a été confié à Moi Patient. Nous sommes 12 associations, plus 4 médecins qui avons réalisé des questionnaires. Un à destination des personnes vivant avec le VIH, l'autre à destination des professionnels de santé, pour pouvoir avoir des questions miroirs. L'analyse statistique a été réalisée par l'entreprise Semca, et l'organisation des événements par la société Next Step. Alors, comme vous le savez, il y a 175 000 personnes qui vivent avec le VIH en France, et on estime que, c'est même plus, on estime plus de 50% de la moitié à plus de 50 ans. Depuis quelques années, on est quelques associations et quelques médecins à s'intéresser au sujet, donc le docteur Clotilde Alavena avec Septavi, le Corévi Île-de-France Nord, suite à une thèse qui a été dirigée par le docteur Villemont, l'association de vie du Roussillon aussi qui a fait une enquête, et nous-mêmes, les Actupiennes, qui avons réalisé une enquête pilote. Le questionnaire patient est assez long, il regroupe 210 questions, il faut à peu près 35 minutes pour y répondre. On couvre plein de champs que je vous en parlerai tout à la fin. Le questionnaire professionnel de santé n'est que de 5 minutes. Donc ces questionnaires ont été réalisés en ligne et aussi en version papier pour les personnes ne comprenaient pas le français ou étant pas à l'aise avec l'informatique. Et une troisième voie a été faite aussi. Pendant plus de 6 semaines, nous avons pu, lors des consultations à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, je remercie le docteur Valentin de nous avoir accueillis, toutes les personnes qui avaient plus de 50 ans, on leur proposait le questionnaire qui soit le remplissait avec nous, soit on le renvoyait nous le renvoyait par courrier. Et il n'y a que 2 personnes qui ont obligé de renvoyer le questionnaire. Et c'est quand même assez intéressant, puisque les personnes qui ont été interrogées dans ce cadre-là étaient le tout venant, donc sans choix prédéfini. Alors l'objectif de cette étude, c'est de définir les besoins et les attentes des personnes vivant avec le VIH de plus de 50 ans, et celles aussi des professionnels de santé. Le but pour nous, c'est de monter des plaidoyers avec ces données pour essayer d'améliorer la suite de vivre avec le VIH avec plus de 50, lorsqu'on a plus de 50 ans. Jusqu'à présent, on avait des données un peu épares,
notre enquête, les quelques enquêtes, et on avait besoin de chiffres un peu plus solides. Alors, le profil des répondants. Donc, on a dû choisir des groupes, puisqu'on voulait pas, on voulait avoir une définition au sens large de ce que c'est de vieillir avec le VIH. On a fait un premier groupe de 50 à 59 ans qui sont encore actifs, un groupe de 60 à 69 ans et un groupe de plus de 70 ans. L'objectif du choix de ces trois groupes, c'est de bien isoler les personnes pour avoir plus d'informations sur leur situation économique avant tout. Donc, comme vous pouvez voir dans la première ligne, les chiffres qu'on a utilisés, ce sont les chiffres qui sont donnés par Amélie. Donc, on est un petit peu au-dessus en termes de répondants sur nos questionnaires. Ah, j'ai dû oublier une diapo. Non, c'est la même, il y a un truc. Donc, comme vous voyez, il y a une certaine marge d'erreur. Donc, on sait qu'actuellement, pour 2020, il y avait quand même 86 830 personnes qui répondaient à ces conditions d'avoir plus de 50 ans. Alors, comme je vous disais, les questionnaires étaient assez longs, 210 questions. Il fallait entre 30 et 40 minutes pour y répondre. Les questionnaires ont été quand même bien remplis jusqu'à la fin, donc les gens qui ont eu le courage de le faire ont été jusqu'au bout. Donc, quand même, rapidement, un profil des répondants. 72% d'hommes, 23% de femmes, et 2,2% de personnes transidentitaires. Donc, pour les hommes et les femmes, ça correspond bien aux données Amélie. Donc, pour les personnes transidentitaires, donc on a 2,2%. Mais si on compare avec les données du Corévi Île-de-France, du Corévi de toute la région Île-de-France, dans les files actives en 2020, il y a 1,8% de personnes trans. Donc, on peut partir du principe que notre échantillon représente bien les sexes, pour le coup. On a beaucoup de franciliens, mais on a quand même pratiquement toutes les régions qui sont représentées, majoritairement des citadins. Mais il y a un point quand même important, il y a quand même 12,7% de personnes qui vivent à la campagne, comme on dit ruraux, où la situation en termes d'offres de santé n'est pas aussi optimale que dans les grandes villes, et ce sera peut-être un point de vigilance. Alors, je crois que je n'ai pas les bonnes là. Alors, la vie sociale et affective. Qu'est-ce qu'on a essayé de démontrer par cette diapositive? C'est l'isolement. Lorsqu'on avait fait notre étude pilote, on avait posé une question simple aux personnes. Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce que vous êtes seul? Et toutes les personnes nous répondaient non, je ne suis pas isolé. Et comme c'était des focus group, on s'est aperçu lors des entretiens qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Donc, on a inventé une question qui a servi aussi dans cette enquête. Lorsque vous avez une hospitalisation courte, par exemple, avoir des examens qui nécessitent une anesthésie générale type coloscopie, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut venir vous chercher? Et donc, c'est là qu'on s'aperçoit que dans la réalité, il y a pratiquement 25% des gens qui n'ont pas quelqu'un qui peut venir les chercher. On a posé la question aussi sur les difficultés pour trouver un logement quand on en a besoin. Là, on s'aperçoit aussi qu'il y a 32% des personnes qui ne peuvent pas compter sur des gens pour se loger. Et bon,
un peu moins étonnant, c'est au niveau financier. C'est toujours difficile, comme vous le savez, de se faire prêter de l'argent. Donc là, on a aussi 46% de gens qui ne pourraient pas se faire prêter de l'argent. Quand même, 12% des gens, on va dire 13%, ont répondu non aux 3 questions. Ça démontre qu'au moins ces 13% de personnes, 13% de non-répondants qui n'ont pas répondu, sont vraiment isolés. Et c'est sur cela qu'il va falloir avoir beaucoup plus de vigilance. Donc sur la partie droite, c'est une question à choix multiple où on demandait qui peut venir vous chercher. Donc on peut voir aussi qu'il y a quand même un entourage qui existe, avec un chiffre qui nous a étonné, quand même 10% de gens, d'associations qui peuvent se déplacer dans ces cas-là. Donc c'est pas si dramatique que ça, à part pour ces fameux 13%. C'est bizarre, ça, je l'ai déjà fait. Qu'est-ce qui se passe? Ah, excusez-moi, je vais en arrière, ça ne va pas le faire. Le lieu de vie. Alors, mon point de vue associatif, pourquoi il y a cette question? Les CD4 et la charge virale, c'est très très important dans le suivi, mais sans un logement et sans des ressources, avoir un suivi optimal, ce n'est pas possible. Donc, on s'est intéressé à cette question de savoir où les gens vivaient. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, et ça, on le sait déjà, pratiquement 57% des gens vivent seuls. Hein. Quand même 39% vivre avec leur conjoint ou en colocation. Ce qu'il est intéressant de retenir, c'est la ligne du bas. Et ce qui quand même nous rassure, c'est que 45% des personnes de cette enquête sont propriétaires de leur logement, donc on n'a pas d'inquiétude à avoir pour cela sur la partie logement. Elles ont un toit, mais il reste qu'environ 53% sont quand même locataires. Et si on fait le décompte de ceux qui sont dans le parc social, ça veut dire que 47% sont dans le parc privé. Et cela peut poser un problème parce qu'au moment du passage à la retraite, il peut y avoir une baisse sérieuse des ressources. Elles seront peut-être plus en adéquation pour payer leur loyer. Et il est peut-être aussi très difficile de demander à un bailleur privé de faire aménager le logement. Donc, une de nos préconisations sera pour ces personnes qui n'auront pas les ressources suffisantes pour continuer à vivre dans le parc privé, c'est d'essayer de les orienter vers le parc social, bien sûr si elles le désirent, hein, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en amont. Pour un exemple, à Paris, il y a 320 000 demandeurs de logements sociaux. La mairie de Paris en propre n'en donne que 5 000 par an. On rajoute les autres bailleurs, on arrive à 20 000. Donc les délais sont extrêmement longs. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en avance et qu'elle soit intégrée, disons, dans le suivi des personnes vivant avec le VIH, avec une orientation vers un travailleur social pour déjà inscrire les personnes comme demandeurs de logement social. Alors, sur cette diapo, on s'est intéressé à plusieurs choses, donc les mutuelles, les connaissances des dispositifs d'accompagnement pour les seniors, les difficultés de fin de mois et les reports de soins pour des raisons d'argent. Alors, nous avons quand même découvert que 15% des gens n'avaient pas de complémentaire santé, ce qui est un peu inquiétant quelque part. Certains pensent encore que le 100% couvre tout, ce qui, comme vous le savez, n'est pas une réalité. 22% ont quand même une complémentaire santé solidaire, ça veut dire qu'ils sont pauvres, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans les barèmes qui permettent de l'obtenir. Sur les dépassements d'honoraires, comme vous voyez, 51% déclarent qu'ils peuvent y faire face, ça va.
un quart que c'est trop élevé, et la moyenne que l'on obtient, c'est pratiquement 1 000 € de dépenses de santé par an. Et je ne parle pas des franchises médicaments et autres forfaits sur les actes biologiques ou consultations. Alors dans ces 1 016 €, bien souvent il y a du dentaire, hein, mais il peut y avoir aussi du kiné. Hein, le kiné est aussi avec dépassement d'honoraires, hein, de nos jours, donc c'est assez important. Nous avons posé aussi la question, est-ce que vous connaissez les dispositifs d'aide aux seniors ? Alors, au global, comme vous voyez, c'est 63% des personnes n'en connaissent aucun. Alors, on a commencé à regarder quand même dans le détail parce qu'on ne s'intéresse pas à ces choses quand on a 55 ans ou on a 70 ans. Alors, dans le détail, c'est près de 70% des moins de 60 ans qui n'en connaissent aucun. 60% pour ceux qui sont dans la tranche intermédiaire et quand même 53% des plus de 70 ans qui n'en connaissent aucun. Alors, ce qui est quand même un petit peu dommage pour les dispositifs d'aménagement du domicile en cas de perte d'autonomie, et c'est des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Aussi, un autre chiffre qui nous a étonnés, c'est les 40% qui déclarent avoir des difficultés de fin de mois pour payer l'électricité, le loyer et à manger. On pensait qu'il était plus faible, mais c'est malheureusement une réalité. Pareil pour les reports de soins. 66% disent reporter des actes pour des reports de soins. Bien souvent, là aussi, c'est le dentaire qui entre en jeu, hein. Moins les problèmes d'ophtalmo, puisque le reste à charge zéro marche pour le coup, mais pour le dentaire, il y a de toute façon toujours un problème. Alors, je ne vous parlerai pas des ressources de l'étude, mais ce que je peux vous dire, c'est que les plus de 70 ans sont quand même plus à l'aise que les personnes qui ont près de 50 ans. C'est pour des raisons purement logiques, parce qu'elles ont pris leur retraite plus tôt, donc avant certaines réformes. Quand elles ont été contaminées, elles étaient beaucoup plus vieilles, donc elles avaient une carrière active plus importante, donc elles avaient validé plus de trimestres, des choses aussi simples que ça. Nous avons aussi utilisé le score EPIS parce qu'il est souvent utilisé et on a pensé que c'était un outil quand même important à avoir, même si certains le discutent. Suivant les critères du score EPIS, on se retrouve quand même avec 53,7% des personnes qui sont définies comme précaires. Alors, par tranche d'âge, c'est 56% pour les moins de 60 ans, 49% pour les intermédiaires et quand même 55% des plus de 70 ans qui sont considérés comme précaires. Donc pareil, c'est des choses qu'il faut peut-être regarder aussi dans le détail, parce que certains ont soit un logement, soit ils sont propriétaires. Mais en tout cas, ça démontre un certain isolement, puisque le score EPIS ne parle pas d'argent, mais parle de est-ce que vous partez en vacances, est-ce que vous allez au cinéma, est-ce que vous faites du sport. Et bien souvent, ces questions sont aussi importantes parce qu'aussi elles démontrent un certain isolement ou tout simplement pas pouvoir partir en vacances. Alors, je vais vous parler d'une des marottes, c'est le passage à la retraite. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental, parce que pour moi, il est très très important pour toutes les personnes vivant avec le VIH, mais pas seulement, de savoir quelles seront leurs futures retraites. Les personnes vivant avec le VIH ont une particularité, c'est que souvent elles ont été malades, elles ont arrêté de travailler, donc elles ont arrêté de cotiser. Elles ont pu bénéficier de l'AH, mais l'AH n'est pas formidable parce que n'ouvre pas certains droits à la retraite en termes de trimestre. Donc il est assez important de savoir combien on va toucher pour pouvoir anticiper ce qui sera possible de faire. Pourquoi il faut le faire plus tôt ? Pour une raison très très simple, par exemple,
Pôle emploi, la NPE, les ACDIC ne gardent les documents que 3 ans. Donc pour faire valoir vos droits, si vous avez jeté ces papiers, comme 95% des gens, ben vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent aussi, par exemple, sur les complémentaires, ça peut aller jusqu'à 6%, parce qu'il y a une espèce de chantage. On vous dit soit vous attendez 67 ans, et vous aurez votre partie complémentaire à taux plein, soit vous attendez et on vous donnera le taux plein jusqu'à à partir de 67 ans. Donc c'est une espèce de chantage qui n'est pas cool, mais qui est une réalité. Donc si les gens ont pu faire les démarches, parce que bien souvent ça se fait au dernier moment, quand vous demandez votre retraite, il faut à peu près 6 mois pour avoir les sous sur le compte, et comme vous en avez marre d'attendre, que vous n'avez pas d'argent, ben vous cédez. La Cour des comptes explique qu'une retraite sur 6 n'est pas calculée au bon taux. Donc là, comme vous voyez, ça peut paraître bizarre. On trouve une moyenne à 14 000, disons près de 1 500 € de retraite. Mais il faut regarder ce chiffre par rapport aux 84% qui n'ont fait aucune démarche. Parce qu'on s'est aperçu, du moins moi je me suis aperçu lorsque je fais des entretiens en retraite, c'est que bien souvent c'est les plus aisés ou ceux qui savent qu'ils vont avoir une bonne retraite qui ont fait les démarches. D'où ce chiffre plus élevé. Quelqu'un qui a été à l'AH, par exemple, ou qui a eu des arrêts de longue maladie, alors qu'il a des droits ou pas, ne fait pas ces démarches. Donc ces chiffres sont un peu en trompe-l'œil, mais vous pouvez quand même vous apercevoir que ceux qui ont moins de 1 000 €, c'est quand même assez important. Christophe, il te reste 2 minutes. Oh, déjà, merde. Donc, excusez-moi, alors on va passer des choses. Alors, grosso modo, je ne vais pas rentrer dans le détail. Actuellement, les personnes sont autonomes. Elles souffrent... plus elles vieillissent, plus elles déclarent d'avoir des douleurs chroniques, hein, du dos, au ventre, des articulations. Mais quand on vieillit, bon, on a tous un peu plus mal partout. Il n'y a rien d'illogique. Alors, on a posé quand même ces questions sur le VIH, parce qu'elles sont importantes, même si notre but, ce n'est pas de faire une étude purement médicale, hein. Donc 92% connaissent leur charge virale et surtout elle est indétectable, hein. Comme vous voyez, on a des vieux malades, hein, et presque un quart ont développé un stade sida, donc qui ont été exposés aux antiviraux de la première génération. Donc je vais vite passer sur cette diapo. On voulait savoir comment était la coordination pour les comorbidités. 71% des gens ont des comorbidités. Et comme vous pouvez le voir dans la deuxième colonne, c'est prenez-vous un traitement. Et la deuxième colonne qui fait le suivi. En cardiologie, c'est pratiquement toujours un spécialiste qui le fait, le cardiologue. Pour tout ce qui est le reste, les principales, diabète, hypercholestérolémie et problèmes rénaux, ce sont bien souvent les infectiologues qui le font et très très rarement les médecins traitants. Alors, vite fait, donc à peu près tout le monde va chez le dentiste ou chez le proctologue. Bien qu'il y ait une question à se poser sur le proctologue, il y a quand même un certain nombre qui n'y vont pas ou qui ne connaissent même pas l'information, alors que ça fait partie des recommandations. Il y a peut-être des problèmes de disponibilité de proctologue. C'est une des pistes aussi à étudier pour faire de la prévention. L'objet de cette étude, c'est toujours de faire de la prévention. Alors, 53% des gens sont quand même inquiets du départ des infectiologues. C'est 20-30 ans de vie commune, hein. 46% ne sont pas convaincus qu'un médecin généraliste traitant pourrait faire le suivi du VIH et du reste. Sinon, notre prise en charge, on est tous d'accord, hein, vous le voyez, elle est à 90%, super. Hein, on pense tous que c'est bien et que ça améliore notre qualité de vie. Heureusement, c'est logique. Et que la qualité de la prise en charge en France est quand même très très bonne. Les quelques râleurs, ils invoquent le fait que le système de santé se dégrade en France. Donc,
Quand même, ça c'est important de le dire. Actuellement, les personnes vivant avec le VIH, je pense que c'est surtout vivre avec une maladie chronique. C'est plus un problème grâce au traitement. Ce qui les inquiète beaucoup en général, ce sont les comorbidités qui sont apparues, et qu'un diabète, c'est plus compliqué à suivre que prendre une trithérapie ou une bithérapie. Et quand même des gens qui pensent qu'on les a oubliés. Donc l'état de santé physique et l'état psychologique, comme c'est une question subjective, on pense tous que quand on vieillit, ça ne va pas s'améliorer. Bizarrement, pour l'état psychologique, c'est un peu plus nuancé. Alors en conclusion, bon, on a beaucoup de travail devant nous. Je vous montre les données qu'on a analysées, c'est ça. On a beaucoup de choses hyper intéressantes. La majorité des personnes vivant avec le VIH ont un toit et des ressources. 12% sont plus à risque. Les préventions, je dis en général, qu'elles soient aussi bien médicales, sociales et la coordination sont la clé pour un suivi optimal et une meilleure qualité de vie. Les associations, avec vous, on va devoir élargir nos champs de compétences pour répondre à ces nouveaux défis que l'on ne connaît pas. On a survécu, on est content, mais on a de nouveaux défis devant nous. Et la dernière diapo, donc les résultats pratiquement définitifs seront présentés le 9 avril lors d'un séminaire. Ce sera tout l'après-midi. Donc, pour vous inscrire, soit vous tapez sur notre page web Les Ectopiennes ou Moi Patient et vous aurez toutes les informations. Mais sachez que c'est à la mairie du 10e le 9 avril de 14h à 17h. Il y a beaucoup de choses, on parle de bilan de synthèse, on parle d'observance, on parle d'allègement thérapeutique, de sexualité, mais voilà. Ce sera tout ça qu'on abordera le 9 avril et dans les mois à venir, j'imagine aussi à la CFLS. Merci. Il nous reste un tout petit peu de temps pour des questions dans la salle. En attendant, moi, j'aurais une question. Au vu de ces résultats, finalement, il y a des bonnes surprises. Et puis, effectivement, on a l'impression quand même qu'il y a 15% des personnes qui sont en grande précarité pour lesquelles il faut agir. Et finalement, dans la population générale, est-ce si différent ? C'est la société qui analyse. On leur a demandé justement de nous sortir les résultats parce qu'on aimerait bien voir quand même. Je pense qu'en termes de ressources, il doit y avoir une différence, puisqu'il y a eu des arrêts de maladie, il y a eu des ruptures professionnelles, pour faire simple. Mais est-ce qu'il y a plus de mal au dos ? J'en suis pas sûr. Et donc ça, c'est les résultats aussi qu'on attend de croiser avec la population générale. Merci pour cette très belle présentation. Alors moi, je voudrais vous demander si vous avez eu l'expérience de personnes vieillissant avec le VIH dans les structures dédiées pour personnes âgées, leur vécu dans ces structures. Malheureusement, c'était prévu dans le questionnaire, on n'a pas réussi à les toucher. Merci. Je te reposer une question et finalement, que doivent faire les associations, enfin en quoi elles doivent se mobiliser aujourd'hui pour essayer d'agir, enfin juste en 2 mots, quelles sont les deux priorités ? Nous, les associations, on doit appréhender les dispositifs sur le vieillissement existant, les comprendre, savoir s'en servir. Je ne pense pas qu'il y ait besoin d'inventer des trucs nouveaux. Je pense qu'il faut retravailler avec les hôpitaux pour pouvoir proposer des permanences sur des trucs spécifiques comme, par exemple, la retraite, mais aussi
par exemple, comment améliorer l'accès au logement, comment voir si on est plus doué pour faire aménager le logement, renouer du lien social. L'avantage qu'il y a en France, c'est que toutes les personnes vivant avec le VIH passent obligatoirement par l'hôpital, pas forcément par le tissu associatif. Hein. On l'a bien vu dans les entretiens spécifiques à la Salpêtrière. Personne n'allait dans les associations. J'ai vu des personnes de plus de 70 ans qui arrivaient comme ça, où c'était le drame. Et au moins, à l'hôpital, il y a la possibilité, avec les travailleurs sociaux des hôpitaux, plus les associations, peut-être de répondre concrètement, rapidement à des solutions. Mais tout ça, il faut l'anticiper. Un logement, ça se trouve rarement dans l'urgence, par exemple. Merci Christophe. Voilà, merci. Alors, nous allons passer à la deuxième présentation sur les spécificités du système immunitaire chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH. Alors, ce travail nous sera présenté par le docteur Florence Buzain, qui est directrice de recherche à l'Institut Pasteur au sein de l'unité d'épidémiologie et physiopathologie des virus oncogènes. Elle dirige le groupe immunité des infections virales humaines. Elle étudie également... là, on nous avait annoncé que c'était le contraire, mais ce n'est pas grave. J'avais l'intention de vous présenter tous les deux en même temps. C'est difficile de prendre la parole entre les deux présentations, donc je continue. Donc, Dr Florence étudie également l'initiation précoce du traitement antirétroviral sur l'immunité en collaboration avec la cohorte pédiatrique camerounaise Pédiacam. Donc là, je vous présente Dr Mathurin. Dr Mathurin, Cyril Tejecom est médecin spécialiste en santé publique, en activité au Centre Pasteur du Cameroun, où il est chef du service d'épidémiologie et de santé publique. Et depuis plus d'une quinzaine d'années, il coordonne au Cameroun la cohorte ANRS 12225 Pédiacam, constituée de jeunes adolescents infectés par le VIH et qui sont suivis depuis la première semaine de vie. Donc, ils auront l'honneur de nous faire cette présentation en deux parties. Je pense 10 minutes pour chacun. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, chère modératrice, de me passer la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être là et permettez-moi de remercier à mon tour la NRS pour cette fenêtre qui nous est donnée pour partager avec vous quelques éléments recueillis de notre cohorte ANRS Pédiacam qui est en cours au Cameroun. Sur les aspects de spécificité immunitaire, nous avons choisi, Florence et moi, de vous présenter cet aspect sur les sérologies négatives au test ELISA chez les enfants et adolescents vivant avec le VIH. Moi, sur la partie descriptive, elle commencera le début des explications qu'on finira certainement dans les perspectives. Alors, dans différentes cohortes et files actives, aujourd'hui, l'observation des sérologies négatives est de plus en plus fréquente. Et comme vous pouvez le voir, au cours de ces 20 dernières années, beaucoup d'équipes ont rapporté des sérologies négatives dans leurs travaux, même si on voit que les fréquences sont variables et surtout les effectifs très limités. Mais si on se rapporte aux études qui ont des effectifs un peu plus importants, on va voir que cette fréquence varie entre 18 et 46% chez des enfants mis sous traitement avant l'âge de 6 mois. Alors, cette situation, elle est bien sûr très préoccupante pour les cliniciens qui doivent énormément agir auprès des familles pour garantir l'observance des traitements chez les enfants, d'autant plus que les mécanismes qui expliquent que cette survenue de sérologie négative ne sont pas complètement élucidés. Plusieurs pistes sont aujourd'hui évoquées. La première, c'est la précocité de mise sous traitement qui
réduirait drastiquement la réplication virale, limitant l'exposition de ces enfants à l'antigène viral. Il y a des problèmes de tolérance liés à l'immaturité du système immunitaire et des questions qui sont liées à l'efficacité immunitaire même en termes de réponse. Mais d'autres aspects correspondent aux déterminants génétiques et même immunitaires chez ces enfants. Quelle est la situation dans la cohorte Pédiacam? Peut-être avant d'y arriver, juste quelques mots sur cette cohorte Pédiacam qui a été initiée en 2007 et qui continue aujourd'hui. Elle est constituée de 3 grands groupes d'enfants. Les enfants infectés par le VIH suivis depuis la naissance ou identifiés avant l'âge de 7 mois sur la base de 2 PCR positifs et 2 groupes témoins constitués d'enfants non infectés, exposés ou non au VIH. Vous remarquerez que dans cette cohorte Pédiacam, la mise sous traitement a un médiane démarré autour de 4 mois et qu'aujourd'hui, les enfants les plus âgés ont 16 ans et les moins âgés 12 ans. Et sur l'effectif de départ qui était de 200 par groupe, nous avons autour de 60%, un peu plus de 60% qui restent dans le suivi. Puisque nous allons parler de sérologie, je voudrais dire un mot sur l'algorithme de diagnostic sérologique utilisé au cours de cette période au niveau du Centre Pasteur qui assure la coordination de cette étude et gère les aspects biologiques. Contrairement à ce qui se passe au niveau opérationnel au Cameroun, où les tests rapides sont utilisés pour le diagnostic sérologique, au niveau de ce centre de référence, le diagnostic sérologique est basé sur l'utilisation des ELISA. Le premier ELISA qui est réalisé lorsque le test est négatif, le résultat est rapidement rendu. Mais lorsqu'il est positif, il y a 2 tests ELISA consécutifs qui vont être réalisés. Et si, au bout de la réalisation de ces 2 tests, les résultats ne sont pas alignés au premier, le résultat est rendu indéterminé. Alors, globalement, sur Pédiacam, les premières sérologies ont été, pour ce que je vous présente, réalisées à partir de l'âge de 18 mois, qui correspond à l'âge de validation de cet algorithme, parce que, comme vous le connaissez, la persistance des anticorps chez les enfants exposés au VIH peut aller jusqu'à l'âge de 18 mois. Et donc, on voit que un peu plus de 2 tiers de nos enfants ont réalisé leur première sérologie avant 24 mois et la suite jusqu'à 120 mois, 10 ans, disons, et que dès cette première réalisation de la sérologie, nous avons obtenu une fréquence de 15%. 15% d'enfants avec une sérologie négative et 17% avec une sérologie rendue indéterminée. Il faut préciser que parmi ces enfants qui avaient une sérologie indéterminée, en majorité, les 2 premiers tests étaient positifs, même si les densités optiques étaient plus faibles et que c'est en général le 3e test qui faisait problème avec un résultat soit négatif, soit indéterminé. En regardant l'évolution de la charge virale et des CD4 chez ces enfants depuis l'initiation au traitement jusqu'à la réalisation de la première sérologie, nous avons constaté qu'il y avait un contrôle virologique un peu moins maîtrisé chez les enfants avec une sérologie positive que vous voyez là en vert par rapport aux autres enfants qui avaient une sérologie indéterminée ou négative. Et sur le plan de l'évolution des CD4, il y avait une progression plutôt similaire dans les différents groupes. En regardant les résultats de la dernière charge virale, un peu plus bas, réalisée soit au même moment que la sérologie VIH ou dans un délai médian de 3 mois, comme on l'a calculé, on voit que chez les enfants avec une sérologie indéterminée ou négative, la proportion d'enfants avec un niveau de CD4 au-delà de 400 copies était un peu plus faible que chez les enfants avec un résultat positif.
Dans le groupe concernant les CD4, cette différence n'était pas observée. Concernant maintenant l'évolution des sérologies au cours du temps, puisque nous avons fait un suivi dans ce cadre-là, vous pouvez constater sur ce diagramme, et concernant essentiellement les enfants qui ont eu une sérologie négative dès le départ, que des multiples sérologies réalisées vont nous montrer des profils qui sont complètement divers. Dans la première partie, c'est des enfants qui ont gardé leur sérologie négative sur plusieurs tests, et plus bas, des enfants avec des sérologies négatives au départ qui sont progressivement devenus positifs, et ceci est certainement lié à la difficulté des cliniciens à convaincre les familles à garder cette question sur l'observance. J'ai présenté également ici le cas des enfants avec une sérologie indéterminée au départ, et on a pratiquement cette même diversité avec ce groupe d'enfants qui reste indéterminé sur l'ensemble du parcours, et ensuite un certain nombre d'enfants qui deviennent positifs et d'autres négatifs, pour nous amener à un niveau de séronégativation de pratiquement 22%. Alors, fort de cette fréquence élevée et des questions qui se posent dans ce cadre-là, nous avons obtenu le soutien de l'ANRS pour développer ce projet que nous avons appelé ANRS 12 414 PEDIACAM-NEC, dont l'objectif principal est d'identifier les mécanismes physiopathologiques responsables de l'induction et du maintien des sérologies négatives par test ELISA chez les enfants infectés par le VIH traités précocement par les multithérapies antirétrovirales au Cameroun. Alors, le travail va se faire au sein de la cohorte PEDIACAM, et partant de l'hypothèse que nous sommes en train de nous faire aujourd'hui, que la sérologie négative sera la conséquence des interactions virologiques, génétiques et immunologiques, nous allons solliciter nos partenaires de France, avec au niveau de l'Institut Pasteur Azier Sassiron qui s'occupera du volet génétique, Florence Buzen qui s'occupera des aspects immunitaires, et Véronique du côté du centre hospitalier d'Orléans qui explorera le volet virologique. Alors, juste quelques mots sur l'organisation de ce projet. C'est bien sûr les enfants pédiacom qui passeront dans ce projet. 2 phases dans cette étude. Il y aura une phase rétrospective au cours de laquelle nous allons faire une manip cas témoins, dans laquelle les cas seront constitués des enfants qui ont eu au moins dans leur parcours une sérologie négative. Et en parallèle, nous allons faire 4 groupes témoins. Un groupe d'enfants avec une sérologie toujours positive et un contrôle viral satisfaisant. Un groupe d'enfants infectés avec une sérologie positive et un contrôle viral non satisfaisant, et les 2 groupes d'enfants non infectés, nés de mères séropositives ou non. Alors, ces groupes seront stratifiés sur les questions de l'âge gestationnel et sur l'année de naissance. Et secondairement, les analyses vont porter sur les mesures que nous allons faire sur des échantillons que nous avons conservés dans la biobanque. Premièrement, avant l'âge de 6 mois, c'est-à-dire avant que les enfants démarrent le traitement, aient démarré le traitement antirétroviral, à 6 mois et à 2 ans. À côté, il y aura une phase prospective avec une étude transversale qui sera proposée à pratiquement tous les enfants qui sont actuellement suivis pour explorer le côté viral, comme je l'ai annoncé, pour étudier les caractéristiques immunitaires et génétiques. Et derrière, ce sera l'occasion de renforcer un peu de manière ad hoc notre biobanque. Donc, en gros, voilà pour ce qui est prévu dans les prochains jours
essayer à travers cette étude de mieux comprendre conclure, cette question. S'il vous plaît, pour laisser la deuxième En partie de la conclusion, présentation. Merci. la séronégativation chez les enfants et adolescents est une réalité dans notre cohorte Pédiacam et nous espérons que l'étude Pédiacam-NEC va certainement nous apporter des éléments pour renforcer l'intérêt du traitement antirétroviral précoce, orienter la réflexion sur les questions des guérisons fonctionnelles et faciliter les échanges entre les soignants et les familles pour préserver l'observance du traitement. Je termine en vous remerciant pour votre écoute, les patients de la cohorte Pédiacam et l'ensemble des équipes qui y participent. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, de continuer cette présentation et je voulais remercier les organisateurs pour leur invitation. Je vais vous présenter des résultats donc, issus de l'étude ANRS CLIC. Alors, CLIC, c'est Comparison of Late versus Early Antiretroviral Therapy in HIV-Infected Children, une étude soutenue par la NRS, multicentrique. Et je voudrais remercier particulièrement aujourd'hui Pierre Frange et Véronique Avétan qui m'ont aidé à préparer cette présentation et à analyser les résultats. Ça, c'est la diapo très classique que je présente quand je présente sur le HIV pédiatrique. C'est pourquoi a-t-on besoin d'études spécifiques. D'une part, parce que cette infection va infecter un système viral immature et que ce système immunitaire va se développer en présence d'un virus immunosuppresseur. En absence de traitement, il y a de nombreuses caractéristiques cliniques, immunologiques et virologiques qui diffèrent entre les patients pédiatriques et ceux infectés à l'âge adulte. Et puis, si on se projette vers le futur, notamment vers les stratégies de rémission ou de cure, on sait que ce sont les patients pédiatriques qui en auront un bénéfice maximal. Alors, Mathurin vous a introduit les sérologies HIV négatives suite à une initiation précoce du traitement. Et c'est vraiment une thématique qui s'inscrit dans ses spécificités pédiatriques. D'une part, parce que ce résultat peut être attribué à l'immaturité du système immunitaire. Concernant le développement du système immunitaire, là, ce n'est pas vraiment une question de présence d'un virus immunosuppresseur, puisque les enfants sont traités. Par contre, on peut s'interroger sur le rôle des anticorps maternels contre le HIV. Est-ce qu'ils ont un impact? Et cet impact, en fait, pourrait être plutôt négatif. Et là, je me réfère au fait que les anticorps maternels peuvent bloquer la réponse immunitaire contre certains vaccins, comme la rougeole ou la fièvre jaune. Ça peut être également une interférence positive. Et là, c'est plutôt une référence à ces patients infectés par le HIV qui ont reçu une catégorie d'anticorps bien spécifique, les anticorps neutralisants à large spectre, et qui ont un effet d'augmentation de la réponse immunitaire. Et Philippe Van de Peer, en fait, vous a évoqué ce matin cette stratégie et les bénéfices qu'elle pourrait avoir pour les enfants. Donc on ne sait pas trop ce qui va pouvoir découler de la présence des anticorps maternels. Les sérologies négatives sont plus fréquemment rapportées chez les enfants que chez les adultes, encore qu'il n'existe pas de comparaison précise, évaluant en particulier le délai entre le moment où l'infection a lieu et celui où le traitement est initié. Ce n'est pas si facile à mesurer. Et puis, dans la perspective des cures, il y a déjà des travaux qui ont proposé que les sérologies négatives pourraient prédire le délai du rebond de la charge virale après un arrêt de traitement. D'où l'intérêt de mieux comprendre. Alors, l'étude CLIC, quelques mots pour la comprendre. Elle a été initiée dans un contexte où le bénéfice d'une thérapie précoce en termes de réduction de la mortalité et de la morbidité avait déjà été bien établi. Et les questions qui se posaient, c'est ces thérapies précoces vont-elles avoir un bénéfice qui va persister au cours de l'enfance et de l'adolescence? Et est-ce que ce bénéfice va persister s'il y a une reprise de la réplication virale? Donc, pour répondre à ces questions, on a inclus des enfants infectés par le HIV, donc enfants entre 5 et 12 ans, et des adolescents entre 13 et 17 ans. Tous les patients avaient eu un contrôle virologique initial, mais par contre, on avait inclus des enfants qui avaient pu rebondir, donc pour avoir accès, on va dire, à l'ensemble de la population, et on se démarquait un peu de beaucoup d'études qui n'avaient inclus que des sujets avec un contrôle virologique persistant, ce qui est une situation pas si fréquente dans la vraie vie. Les inclusions avaient eu lieu entre 2017 et 2019.
Donc l'objectif était de comparer le statut virologique et immunologique d'enfants et d'adolescents selon qu'ils avaient initié un traitement antirétroviral précoce, donc soit avant l'âge de 6 mois, soit tardif, après l'âge de 24 mois. On a déjà montré et publié que ce traitement précoce a un bénéfice en termes de réservoir viral bas qui persiste jusqu'à l'adolescence. Par contre, le bénéfice en termes de CD4, lui, est plus modeste. En fait, les enfants ont une très bonne capacité de reconstitution de ces cellules. Alors pourquoi cette étude pouvait apporter éventuellement des nouvelles réponses sur les sérologies HIV négatives telles que vous les a décrites Mathurin? C'était sur la notion de persistance au cours du temps et puis parce qu'on avait à notre disposition tout un panel de mesures immunologiques et virologiques qui permettaient d'explorer les mécanismes. Donc, au moment de l'étude, on a collecté du plasma sur lequel les anticorps anti-HIV ont été dosés avec un ELISA de 4e génération. Sur les 76 patients de l'étude, 9 avaient une sérologie négative. Il s'agissait exclusivement de sujets qui avaient initié un traitement précoce et la majorité d'entre eux étaient des enfants, donc 8 des 9 patients. Donc une sérologie négative est bien associée d'une part à une initiation précoce du traitement et au fait d'être plus jeune au moment de l'étude. Première question, est-ce que c'est associé à une exposition réduite aux antigènes viraux? Donc hypothèse classique et assez logique. La réponse est clairement oui. Vous avez sur le diagramme de gauche la durée totale au cours de la vie d'exposition à une charge virale supérieure à 400 copies. Elle est significativement plus élevée chez les sujets séropositifs que séronégatifs. Ceci dit, j'ai encadré avec le carré rouge tous les sujets qui avaient une durée d'exposition faible et on se rend compte qu'un certain nombre d'enfants séropositifs ont une durée d'exposition au virus aussi faible que les séronégatifs. Sur le diagramme de droite, c'est la quantité d'ADN VIH total dans les PBMC. On observe aussi des différences significatives et le même constat, la taille du réservoir peut être très faible chez des sujets séropositifs. Donc une exposition du système immunitaire à une stimulation antigénique de faible niveau ou de courte durée est une condition nécessaire mais non suffisante pour expliquer les sérologies négatives par le HIV. Alors, on s'est ensuite focalisé sur un sous-groupe d'enfants, ceux qui avaient été traités précocement et qui, au moment de l'étude, avaient une charge virale indétectable. Il y en avait 24. Dans ce sous-groupe, on ne voit plus de différence significative en termes de durée d'exposition à une virémie positive du HIV, ni en termes de réservoir viral. Donc, dans ce sous-groupe, on a une exposition au virus qui est plus homogène et on va donc pouvoir étudier et rechercher d'autres facteurs qui pourraient expliquer les sérologies négatives. Donc, première question, est-ce que ces sérologies négatives sont reliées à l'immaturité du système immunitaire au moment de l'exposition? Effectivement, les enfants séronégatifs ont initié leur traitement antirétroviral à un âge plus jeune, à 25 jours contre 83, et c'est significatif. Ce qu'on observe, c'est que par contre, il n'y a pas de différence en termes d'âge à la première charge virale inférieure à 400 copies. Et peut-être une piste physiologique, c'est que les enfants séronégatifs avaient plus souvent commencé un traitement par un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. Donc en fait, ces molécules bloquent la transcription virale, la synthèse des protéines virales, donc la stimulation antigénique, à l'inverse de l'autre molécule qui était la plus fréquemment utilisée, les inhibiteurs de protéases, qui eux ne vont pas empêcher la production des antigènes viraux, mais uniquement la maturation des particules virales. Donc ce sont deux pistes, mais globalement, une initiation précoce du traitement est associée aux sérologies négatives. Alors, est-ce que ces sérologies négatives reflèteraient une altération du système immunitaire de l'enfant? La question, elle découle quand même de l'observation que des enfants non infectés, nés de mère infectée par le VIH, ont une évolution clinique plus défavorable que des enfants non exposés, non infectés, et certains paramètres immunologiques sont également moins bons. En fait, on n'observe pas ce phénomène, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les enfants séronégatifs ont des nombres absolus de lymphocytes CD4 qui sont plus élevés que les séropositifs. C'est lié essentiellement à des niveaux de lymphocytes plus élevés et il n'y a pas de différence significative en termes de pourcentage de CD4. Donc là, on rejoint les résultats que vous a montré Mathurin. En termes de timing, au moment d'initiation du traitement, il n'y avait pas de différence significative. Par contre, on l'observait au point le plus bas en termes de CD4 au cours du suivi et donc au moment de l'étude. Deuxième volet concernant les CD4, c'est l'étude de leur statut de différenciation donc, qui a été réalisée par cytométrie en flux.
les enfants séronégatifs ont des pourcentages significativement plus élevés de lymphocytes T naïfs et donc en réciproque des pourcentages plus faibles de lymphocytes T mémoire, et en particulier des lymphocytes T mémoire qui expriment la molécule PD1, donc qui est un checkpoint inhibiteur. Donc on a une association entre les sérologies HIV négatives, la qualité et la quantité des lymphocytes TCD4. Donc une première hypothèse serait que ces enfants séronégatifs pourraient correspondre à la population de progresseurs lents qui avait été décrite au moment où il n'y avait pas de traitement antirétroviral précoce. Autre question, est-ce que ces sérologies pourraient refléter un mécanisme distinct de contrôle virologique ? Là, je fais référence au travail et aux différences qui ont été observées entre des sujets adultes qui contrôlaient spontanément la réplication virale et ceux qui la contrôlaient après un premier traitement. On observe donc des pourcentages plus élevés de CD8, effecteurs mémoire CXCR5 positifs, chez les séronégatifs. Alors, prenez pas peur, je vous décode. Quelle est cette population ? Ce sont en fait des CD8 qui peuvent migrer vers les centres germinatifs dans les ganglions. Et ces centres germinatifs sont le lieu de l'induction des réponses B et aussi un lieu de réplication active du HIV. Et donc, cette population a été décrite comme ayant une très bonne capacité du contrôle du virus. Donc, en conclusion, les sérologies négatives qu'on a pu étudier chez les patients de l'étude CLIC persistent jusque sur l'enfance, sont associées donc à une exposition faible aux antigènes. Elles sont associées à un traitement initié plus tôt, à une quantité et une qualité supérieure de CD4 et à des fréquences plus élevées de lymphocytes CD8 avec un potentiel antiviral élevé. Alors, moi et d'autres partenaires, on participe également à l'étude PédiaCAM-NEG. Donc, quel est l'intérêt d'étudier ces deux populations pédiatriques ? La première, c'est d'explorer des différences. En particulier, on attend des différences en termes des facteurs génétiques et en termes d'exposition aux différents stimuli infectieux qui peuvent affecter le développement du système immunitaire. L'autre philosophie, c'est de combiner les forces des études physiopathologiques et cliniques. Et puis, parce que ces sérologies négatives sont un marqueur potentiel qui pourrait être utilisé dans le futur en clinique pour identifier des patients éligibles ou qui pourraient le plus bénéficier de stratégies de cure ou de guérison fonctionnelle. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Florence Mathurin, pour ces très belles présentations. On va prendre 2 questions, parce que vous avez débordé un peu dans le public, et puis on va voir en ligne. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci beaucoup. Est-ce que dans votre groupe de séronégatifs, il y en a qui ont arrêté le traitement ? Oui, il y avait un enfant qui en fait a eu un rebond supérieur à 400 copies. C'était un peu plus fréquent chez les séropositifs, mais la différence n'était pas significative. Est-ce que vous avez exploré le traitement prophylactique chez la mère ? Non, on n'a pas regardé ces données. C'est un petit peu, effectivement, dommage. Ça mériterait d'être creusé. Mais je crois qu'en fait, chez les enfants suivis en France, on a l'information. On ne l'a pas pour tous les enfants, et notamment ceux qui ont dans le groupe plus tardif. Mais je reposerai la question aux épidémiologistes. Oui, nous, à Trousseau, on avait fait le point des sérologies chez les enfants traités, pris en charge après 2000, et on avait 50% d'enfants à sérologie négative, et c'était uniquement ceux qui avaient une observance continue. Alors peut-être un blip une fois ne change pas la donne, mais une inobservance sur 2 ou 3 points consécutifs de suivi, en général, ça laisse une trace sur la sérologie. Mais mon commentaire, puisque justement, avant, on parlait du fait, par exemple avec PédiaCAM, qu'un certain nombre de ces jeunes sont adolescents ou jeunes adultes, ce qui est un peu un challenge, c'est de leur expliquer... on ne peut pas leur dire qu'ils sont séropositifs puisqu'ils sont séronégatifs. Donc, c'est quoi le nom, c'est quoi le mot, c'est quoi le concept, c'est quoi le truc. S'ils vont dans un centre de dépistage anonyme et gratuit et qu'on leur dit vous êtes séronégatif, et on va dire docteur Dolphus, elle s'est foutue de moi pendant 18 ans, c'est
c'est quand même des choses qui ne sont pas très faciles à expliquer pour qu'elles comprennent qu'il ne faut pas pour autant arrêter le traitement. Donc voilà, c'est un fait avec lequel on doit composer. Catherine, merci pour ton commentaire. Je pense qu'on a quand même dans l'étude un cas d'un enfant qui a quand même répliqué le virus à bas bruit assez longtemps et qui est resté séronégatif. Donc c'est voilà, peut-être pas si évident. Merci Florence pour cette présentation. Vous avez quand même fait des Western blot pour voir s'il n'y avait pas des petites bandes quand même parce que c'est ce qu'on voit chez les contrôleurs. Enfin, en particulier, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a certains contrôleurs qui contrôlent dès la primo. Enfin, en tout cas, on a eu au moins un cas avec Azer. Et il semble qu'il y a quand même un tout petit peu quelque chose au Western blot. Alors, pour l'étude clic, il faudrait que Véronique avait envoyé à mon secours, mais Mathurin s'est levé. Je pense qu'il va répondre pour l'étude Pédiacam-Neg. Merci beaucoup. Oui, pour Pédiacam, on l'a fait. On a fait des Western blot pour vérifier, parce que comme je l'ai dit, dans notre algorithme, il y avait soit une expertise moléculaire, soit un test Western blot. Et on a constaté que les bandes n'étaient pas aussi complètes que pour une sérologie bien positive. Il y avait quand même quelques bandes qui manquaient. Et je voudrais revenir sur la préoccupation de Catherine pour dire que oui, effectivement, cette question de sérologie négative nous a au tout début posé beaucoup de problèmes parce que certains de nos enfants se sont retrouvés dans des hôpitaux à faire des sérologies parce que parfois, dans notre contexte, il y a des familles qui, en plus de l'hôpital, fréquentent d'autres groupes et des groupes où on leur promet très souvent qu'on va guérir la pathologie. Et donc, pour vérifier si la pathologie est guérie, on leur demande de faire une sérologie. Et donc, c'est dans ces contextes que certains enfants se sont retrouvés avec une sérologie négative et puis le lendemain, ils étaient à l'hôpital à clamer qu'il n'y avait plus de problème. Et donc, c'est très difficile de convaincre ces familles de revenir sur les traitements quand les parents savent que c'est sur la base de la sérologie qu'ils ont été déclarés infectés par le VIH. Et chez l'enfant, une sérologie négative, on continue à leur dire l'enfant est infecté. C'est compliqué. Merci. Dernière intervention derrière, oui. Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Je me demandais si on avait pu faire le point sur les réservoirs de ces enfants, j'imagine pas du tout. Savoir s'il y a une charge importante dans les réservoirs en cas de séronégativité, un peu comme chez les... Oui, alors l'ADN total a été mesuré. Si on prend les 76 patients, il est plus faible chez les patients séronégatifs que séropositifs. Par contre, si on se limite aux 24 enfants traités précocement et qui avaient une charge virale indétectable, là, il n'y a pas de différence significative. On a également dosé l'ADN VIH intégré et l'antigénémie P24 dans le plasma. Donc les taux de réponse positive étaient peu fréquentes et donc les différences ne sont pas significatives entre les deux groupes, mais on va dire que les tests positifs sont un peu plus fréquents chez les séropositifs que chez les séronégatifs. Et pour Pédiacam, Mathurin, vous avez quelque chose à ajouter? Pardon? Non, je demandais si Dr Mathurin a quelque chose à ajouter sur ce que vous venez de dire. Oui, on a un peu eu la même observation avec le soutien de l'équipe de Christine Rosio et Véronique. On a fait également quelques analyses concernant le réservoir. On avait les résultats qui étaient assez proches de ce que Florence vient de déclarer. Merci. Moi, je voudrais alors dire, est-ce que c'est séronégatifs parce qu'ils sont traités, ils sont plus séropositifs, est-ce qu'on les appelle des sérotraités alors? Quel est le terme, comme l'a dit Catherine? Qu'est-ce qu'on va dire? Sérotraités? Oui, c'est assez compliqué parce qu'au tout début, nous, on voulait être un peu transparent vis-à-vis de ces résultats avec les parents et on s'est rendu compte de la difficulté qu'on avait à refaire le chemin quand l'information était partie. Donc, tous nos enfants, il faut le dire, ils sont sous traitement pour l'instant. Ils ont des sérologies négatives sous traitement.
Donc, pour nous, c'est une étape. C'est une étape et on en a discuté au tout début. Maintenant, on fait un peu attention. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci aux deux. On va passer maintenant à la troisième intervention qui sera présentée par Valériane Leroy. Valériane est médecin, docteur en épidémiologie et en santé publique, spécialisée dans la santé maternelle et infantile depuis un certain temps. Elle est investie dans de nombreux projets pédiatriques en Afrique subsaharienne notamment, et elle co-préside au niveau de la NRS l'action coordonnée mère-enfant. Donc Valériane, tu vas nous parler on va poser la question, quels enjeux prioritaires pour les adolescents face au VIH dans les pays à ressources limitées? Tu as 20 minutes pour qu'on ait une dizaine de minutes de questions. C'est à toi. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Merci beaucoup à l'ANRS de m'avoir donné cette opportunité. Et merci aussi au comité d'organisation pour la qualité du programme et pour avoir mis ce qui concernait la mère, l'enfant, les adolescents en première partie de journée. C'est formidable. Merci. Je vais donc vous parler de l'adolescence, les enjeux en termes de santé globale, et puis les adolescents face au VIH, avec 2 questions autour de ceux qui vivent avec le VIH et puis des questions de prévention du VIH. Et je terminerai avec les défis pour la recherche. Donc, qu'est-ce que l'adolescence? Ce n'est pas une maladie, c'est une période et qui se définit en fait en termes d'âge. Mais déjà, rien que cette définition est compliquée puisque on définit les adolescents entre 10 et 19 ans, mais on a aussi des jeunes qui ont une petite phase de superposition avec les adolescents, donc entre 15 et 24 ans. Et puis les jeunes adultes sont définis comme ceux qui ont entre 20 et 24 ans. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête, ce sont les définitions de l'OMS. Mais par contre, en termes de santé, c'est une période unique du développement humain avec une phase de transition, donc dans cette période de temps, avec un développement pubertaire, cognitif, social, économique, une découverte de la sexualité, des désirs et une conquête progressive d'autonomie, une projection dans le futur. Et donc c'est une période où les influences extérieures jouent beaucoup. Et augmentent et sont déterminantes avec les questions d'éducation de base, mais aussi beaucoup l'influence des pairs et des médias et réseaux sociaux qu'il ne faut pas oublier dans cette approche. C'est donc une période de vulnérabilité particulière avec un impact pour leur santé à venir qui est très important puisque ça impactera leur devenir à l'âge adulte. Donc les adolescents et les jeunes dans le monde, ça pose une question démographique importante puisqu'on compte 1,2 milliard d'adolescents dans le monde. En 2019, c'est un 6e de la population, mais sachez que 90% sont concentrés dans la période dans les pays à faible et moyen revenu, et donc une grande partie vit en Afrique de l'Ouest avec le Nigeria, dans lequel 50% de la population est concernée par cet âge. Et donc, dans les projections à venir, le temps de doublement de la population en Afrique à 2050 concernera cette population des 15-24 ans. En termes de santé, ça représente un enjeu prioritaire puisque 1,2 million d'adolescents sont décédés en 2021. Et comme vous le voyez sur cette carte, c'est une population qui est vraiment concentrée en Afrique subsaharienne, qui est une région particulière par rapport aux autres régions du monde puisque c'est une région où les fardeaux sont multiples et où prédominent à la fois les maladies infectieuses en général, la malnutrition, les problèmes de santé reproductive et sexuelle et évidemment le VIH. Et sachez que le VIH est la première cause de mortalité en Afrique australe et en Afrique de l'Est chez les adolescents. Donc c'est majeur. Les indicateurs épidémiologiques du VIH chez les adolescents dans le monde en 2022, on considère qu'il y a 1,7 million d'adolescents qui vivent avec le VIH
qui sont principalement concentrés donc, en Afrique subsaharienne et 60% sont des adolescentes. Les 140 000 nouvelles infections sont survenues essentiellement aussi en Afrique subsaharienne et 77% d'entre elles se font chez des adolescentes. Et donc, une adolescente en Afrique subsaharienne a 3 fois plus de risques d'être contaminée et infectée par le VIH que ses pairs masculins. Donc, c'est vraiment une particularité de l'épidémie dans cette région du monde. Et 27 000 décès sont observés chez les adolescents. Alors, quand on réfléchit à la question des adolescents face au VIH, en fait, on a 4 populations en théorie. Ceux qui ont la chance d'être négatifs et pour lesquels il faudra s'intéresser au fait qu'ils le restent. Ceux qui sont exposés au VIH en période périnatale et non infectés, et Florence Podolini-Vinec en a parlé ce matin. Ceux qui vivent avec le VIH, infectés de façon horizontale, principalement par voie sexuelle dans cette région du monde, et les autres modes de contamination existent aussi, mais sont moins importants. Et ceux qui vivent avec le VIH, qui ont été infectés en période périnatale, c'est vraiment une population en phase de croissance grâce à l'accès aux antirétroviraux, ce qui était une très bonne chose. Les adolescents, les enfants qui mouraient en médiane à l'âge de 2 ans ont la chance de survivre aujourd'hui grâce à ces antirétroviraux, mais c'est une population qui croît et qui pose des problèmes particuliers. Donc les 2 premières populations posent des questions en termes de prise en charge essentiellement de prévention, et les adolescents qui vivent avec le VIH posent des problèmes de prise en charge pluridisciplinaires. La première difficulté que l'on a, en fait, c'est déjà d'essayer d'obtenir des indicateurs épidémiologiques pour ces populations, car en fait, on a peu de données désagrégées en fonction de l'âge. C'est souvent en partie sur la partie pédiatrique ou sur la partie adulte, en fonction du mode de transmission aussi, qui, sachez-le, est souvent inconnu à l'échelle populationnelle. Et donc, on se rend compte qu'on a des données épidémiologiques qui sont difficiles à appréhender et souvent parcellaires et peu représentatives. Alors, on va commencer par la prévention. Et la prévention, c'est super. On a plein d'outils dont on connaît l'efficacité, qui n'est plus à démontrer, en particulier le préservatif ou la PrEP aujourd'hui. Et donc, on a beaucoup d'outils disponibles, même si beaucoup sont encore en attente. Et on a des espoirs pour en développer d'autres, mais on a pas mal de choses à disposition, incluant la PrEP également. Et malgré tout, les populations adolescentes restent négligées en termes d'accès aux programmes de prévention. Une première raison est une difficulté législative, puisque, sachez-le, les adolescents, pour proposer un dépistage aux adolescents, on est souvent bloqué par le problème du consentement de l'adolescent lui-même, mais aussi des parents, et avec des lois qui n'autorisent pas la réalisation d'un test avant l'âge de la majorité, et donc ça pose beaucoup de problèmes d'accès à ces populations. La deuxième chose, c'est cette prévention, et les programmes de prévention nécessitent certes d'utiliser, de mobiliser des actions biomédicales, mais pas seulement. Et on a besoin aussi de s'intéresser au comportement et aux difficultés structurelles dans les programmes où on propose ça. Et donc, on a besoin d'avoir des approches qui combinent toutes ces opportunités, mais aussi les difficultés, pour pouvoir les rendre utilisables à l'échelle de la population. Et il me semble très important de rappeler ici que les communautaires, la mobilisation des communautaires dans le développement de ces programmes de prévention, puis on le verra des adolescents eux-mêmes, est très importante. Et on peut avoir plusieurs initiatives en dehors des interventions biomédicales elles-mêmes. Quelques mots sur les adolescents exposés au VIH en périnatal et non infectés.
C'est une population qui en fait est en augmentation puisque aujourd'hui c'est une population qui émerge avec le succès des interventions de prévention de la transmission verticale, c'est formidable. Mais globalement, on a environ 1 500 000 femmes enceintes qui sont exposées aux antirétroviraux chaque année et qui donnent donc naissance en majorité à des enfants qui ne seront pas infectés. Le problème que l'on a, c'est qu'en fait, en termes de santé, c'est une population qui est relativement invisible en Afrique parce qu'ils ne sont plus considérés comme prioritaires puisqu'ils ont échappé à l'infection. Mais pourtant, c'est quand même une population qui est vulnérable, souvent stigmatisée et qui, du coup, de ce fait, dans un ensemble de précarité globale, peut rejoindre aussi les populations clés et qu'il s'agit de s'y intéresser. Donc on a plusieurs questions qui sont à investiguer et je pense que Florence en a parlé ce matin, mais la première difficulté que l'on a dans les questions, c'est on a vraiment besoin d'avoir un groupe de comparaison pour pouvoir à la fois prendre en compte ce qui est lié au contexte, ce qui est lié à l'exposition au VIH ou aux antirétroviraux. Et donc, c'est une première difficulté méthodologique importante, mais les questions sont multiples. Elles sont à la fois en termes d'essayer de mieux investiguer l'impact psychologique, social, l'impact sanitaire. Ça a été mentionné, on connaît plusieurs choses avec une surmortalité, une morbidité infectieuse plus élevée, des questions autour de l'immunité vaccinale, du développement cognitif, etc. Mais on a aussi beaucoup de questions de recherche pour essayer de mieux comprendre l'interaction entre le virus et l'hôte, et en particulier essayer d'identifier les biomarqueurs et la relation entre VIH et inflammation dans ces populations. Donc beaucoup de choses à faire en termes de recherche, et aujourd'hui peu de choses peut-être en termes de santé publique. J'en viens maintenant aux adolescents qui vivent avec le VIH et donc on est dans une cascade d'accès qui est complexe chez les adolescents à évoluer, mais ce qu'il y a d'important, c'est que en fait, l'accès au dépistage est le premier goulot d'étranglement de la cascade d'accès aux soins des adolescents. Et ce que l'on peut retenir, c'est globalement un retard des adolescents et des jeunes adultes par rapport aux populations adultes dans l'accès au traitement. Mais le premier frein et le premier blocage, donc, c'est l'accès au dépistage. Donc, vous voyez sur l'écran à gauche chez les femmes moins significativement moins de jeunes femmes connaissent leur statut par rapport aux femmes adultes, et la même chose à droite chez les hommes, mais peut-être encore moins d'accès à la connaissance du statut, ce qui posera d'autres questions sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais donc on a très peu de données, et c'est vraiment un papier pour moi qui est important, qui montre la cascade en population, et on a rarement l'occasion de pouvoir se montrer ce type de cascade, et qui est effectivement moins importante chez les ados que chez les adultes. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de vie réelle, et aussi, surtout, qu'est-ce que ça donne à long terme ? Parce que mesurer la suppression virologique, c'est bien tenté, mais l'idéal, c'est de l'avoir et d'être indétectable à vie. Et donc, on a peu de données. On a des données issues de cohortes et d'une collaboration de cohortes, la collaboration Cypher, avec donc une mise en commun de données de plus de 38 000 adolescents qui permettent justement d'évaluer la rétention dans les soins chez des populations adolescentes infectés en périnatal entre 10 ans et 15 ans. Et ce que vous voyez sur cette courbe, en haut à gauche, c'est donc l'estimation globale de 3 aspects de la rétention dans les soins, le taux de transfert, la perte de vue et la mortalité. Et ce que vous voyez en bas à droite, c'est la partie, donc c'était une cohorte avec plusieurs régions, donc en Amérique du Nord, Europe, Asie et Asie du Sud-Est et Afrique subsaharienne. Et ce que vous voyez, c'est que donc les indicateurs sont drivés essentiellement par l'Afrique subsaharienne, avec un taux de perte de vue qui est inacceptable. Plus de 13% des adolescents sont perdus de vue au cours de leur suivi, 20% sont transférés, et donc 3% sont décédés. Donc,
Dans un contexte où les adolescents infectés en période périnatale constituent des files actives qui grossissent, qui viennent surcharger, ou en tout cas surcharger les services cliniques et qui ensuite vont passer chez les adultes, on voit que les cliniciens ont été un peu surpris de les voir arriver depuis les années 2010, et on a une prise en charge qui est très complexe. Au-delà de la cascade, de les diagnostiquer, de les mettre sous traitement et de les suivre, les défis sont multiples dans la prise en charge des adolescents, et en particulier, donc, on a une prise en charge qui est multidisciplinaire dans un système de soins qui est saturé et pas du tout fait pour ça, qui pose les questions d'annonce, de santé mentale, de sexualité, d'observance, de comorbidité et de transition vers les files actives adultes. Et donc, l'adolescent est censé être au centre de cette prise en charge pluridisciplinaire. Et ce que vous voyez, c'est que lui, il est plein de vie, mais il a aussi beaucoup de préoccupations, il n'est pas forcément disponible, et il est aussi particulièrement impacté par les réseaux sociaux. Donc, première difficulté, c'est l'annonce. C'est une phase, c'est le socle de la prise en charge de ces adolescents qui ont été infectés en période périnatale. On se rend compte que finalement, ils ont grandi, on les a mis sur traitement, ils ont survécu, et puis on a juste oublié de leur dire qu'ils étaient infectés. Et donc, on peut parler des cascades, et je pense qu'il y a matière à imaginer que l'annonce devrait être une quatrième cible à respecter avec des objectifs chez les adolescents. Aujourd'hui, on a peu de données. On y fait attention quand même depuis les années 2010. Et c'est très variable. Ça varie de 2% à 70%. Globalement, ce que l'on retient, c'est qu'elle est insuffisante et qu'elle est tardive. Et que vraiment, on doit faire attention à cette phase-là dans la prise en charge de l'adolescent, parce que c'est déterminant pour la suite. Deuxième particularité, on observe, on mesure des troubles de santé mentale. Il y en a qui ont été évoqués ce matin, un retard cognitif, mais aussi des troubles de santé mentale, plus d'anxiété, de dépression. Ça nécessite pour les cliniciens d'avoir une attention, une évaluation régulière, avec des outils qui ne sont pas toujours adéquats pour les mesurer. Et donc, ça nécessite aussi un soutien psychosocial. Il faut à l'avenir développer des interventions qui ciblent ces problèmes de santé mentale, avec peut-être des interventions qui peuvent être simples, faisables, malgré le fait que dans ce contexte-là, souvent, on a peu de RH disponibles et peu de moyens. Mais des interventions de type thérapie cognitive comportementale pourraient tout à fait faire sens dans ce contexte. Deuxième problème majeur, la sexualité. Globalement, être adolescent, c'est découvrir la sexualité. Donc, il n'y a rien d'anormal à ça. Mais ce que l'on voit, c'est que les adolescents ont des défis qui sont similaires à la population générale. Globalement, dans un contexte où on a quand même peu de connaissances et souvent des mauvaises conceptions ou des croyances autour des problèmes de contraception, il y a aussi souvent des comportements sexuels qui peuvent être non protégés. On est dans des situations qui favorisent aussi les rapports sexuels précoces. On a un gros problème qui n'est pas du tout documenté de violences basées sur le genre, et aussi parfois de situations encore plus dramatiques, mais c'est plus difficile des fois d'avoir le bac que d'arriver à survivre à un viol dans certaines régions d'Afrique du Sud. L'accès global aux services de planning familial est aussi particulièrement difficile, donc avec souvent des grossesses désirées, des grossesses non désirées, trop précoces dans la maturation de ces adolescents. Les problèmes spécifiques aux adolescents qui vivent avec le VIH, ça concerne le problème du stigma, qui est plus important. C'est aussi le problème d'une situation précaire qui va faire que, possiblement, c'est des adolescents qui peuvent se retrouver exposés au sexe transactionnel. Et puis, pour les adolescentes qui sont enceintes, évidemment, le problème de la transmission à l'enfance qui rajoute de l'anxiété, de l'angoisse, et pour tous aussi le problème de la transmission aux partenaires, qui est une réalité et un souci pour les adolescents. Donc la recommandation de l'OMS
consisté depuis 2016 à dire qu'il faut intégrer ces services dans la prise en charge des adolescents vivant avec le VIH en Afrique. Et le problème maintenant, c'est comment faire. On a tout ce qu'il faut pour faire, mais on ne sait pas faire. Et les conséquences sont terribles. Il y a un des résultats, c'est l'incidence des grossesses chez les adolescentes qui reste particulièrement élevée, que l'on observe et qu'on observe régulièrement. Mais qui s'aggrave aussi. Et donc, dans la dernière étude qu'on a pu conduire en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, dans une étude chez des adolescents qui proposait justement de concentrer des interventions sur l'annonce et l'amélioration de l'observance, eh bien, on s'est rendu compte que on avait une incidence non négligeable des grossesses chez ces adolescentes et que pour les donc de près de 8% adolescentes suivies pendant une année, et que pour ces 12 adolescentes qui sont tombées enceintes, aucune n'avait été planifiée, évidemment, et toutes ont été menées à terme dans ce contexte. C'est des enjeux majeurs. Elles arrêtent leur scolarité et se pose aussi la question de la transmission à la deuxième génération. Mais en tout cas, c'est des avenirs qui sont difficiles. Et donc, on a vraiment un besoin urgent d'essayer de concevoir des interventions qui soient appropriées et qui répondent aux besoins de ces adolescents dans ce contexte. Les questions d'observance aussi, vous le savez, le problème de l'observance, c'est que c'est très bien, ça peut marcher pendant un temps, mais on est parti à vie, et donc on a un problème d'épuisement au cours du temps. Mais là encore, ce que l'on peut dire, c'est que l'annonce est déterminante pour améliorer l'observante, et qu'elle est souvent multifactorielle. Alors, en termes de traitement, on a été heureux de voir en Afrique l'émergence et le succès de la transition vers les traitements à base de dolutegravir chez les enfants, les adolescents. Et donc, cette courbe vous montre à gauche, on a pu obtenir et analyser les données donc, de 61 000 enfants et adolescents qui transitaient vers le dolutegravir. Ce que l'on voit, c'est que ça se fait et que ça existe et que ça permet à beaucoup d'adolescents d'être traités. C'est inégal en fonction des régions et ça a été très lié à l'accès au traitement. Mais globalement, retenez qu'aujourd'hui, les jeunes filles et les adolescents qui ont une charge virale indétectable sont des facteurs associés au fait de ne pas transiter sous dolutegravir. Donc, on a encore du travail à faire en termes de mise en place et de traitement. Évidemment, le dolutegravir a changé beaucoup de choses, mais ça reste quand même un traitement quotidien. Et donc, il y a beaucoup de réflexions sur l'observance au long cours autour de formulations injectables, avec beaucoup d'espoir autour de l'ECCAR qui a été rapporté à la CROI, où on voit qu'un traitement injectable par cabotegravir et rilpivirine pourrait être tout à fait intéressant et efficace. Une bonne tolérance, quand même un nombre non négligeable d'effets secondaires et de réactions au niveau du site d'injection, plus de 10%. C'est intéressant, c'est important pour l'avenir. En même temps, ça pose plein de questions chez les adolescents en termes d'acceptabilité. Qu'est-ce qui se passe en cas de grossesse? Et puis, quelle serait la faisabilité de la mise en œuvre d'un tel traitement dans un contexte où, quand même, par exemple, en Afrique de l'Est, en Afrique centrale et de l'Ouest, la prévalence du VHB est importante. Comment on peut faire en pratique? Donc, quel est le devenir de ces adolescents traités à long terme? Une minute, Valériane. OK. Le troisième 95% est important et c'est vraiment crucial de pouvoir le maintenir dans le long terme. C'est aussi important de pouvoir mesurer les comorbidités et les effets secondaires de ces traitements au long cours, avec plein de questions de recherche qui se posent. Enfin, quelques mots sur la transition. Il faut aider, c'est un vrai problème de laisser transiter les adolescents vers les populations adultes, et ça se prépare en amont avec les pédiatres et avec les médecins adultes sur des critères que je ne viendrai pas. Pour conclure, donc, il est vraiment important d'optimiser. On a tout ce qu'il faut pour bien prendre en charge les adolescents et il faut juste le faire maintenant. Et donc, c'est important d'arriver à mettre en place
des interventions de recherche interventionnelles multidisciplinaires pour essayer d'offrir des services qui soient adaptés au contexte et aux besoins des adolescents, en impliquant les pairs, en impliquant les communautaires, en essayant de prendre en compte les difficultés structurelles et en essayant d'organiser une délégation de tâches, en n'oubliant pas l'annonce et en luttant contre la stigmatisation, toujours, avec des approches qui soient le plus compatibles avec les besoins des adolescents. On a aussi beaucoup de besoins en termes de recherche. On a besoin de surveillance et de données désagrégées, comme je vous en parlais au début, avec des approches le plus populationnelles possible. On a besoin de données de cohortes, approches vrille entière. Je pense que Florence en a parlé ce matin, mais beaucoup de questions se posent dans les déterminants de la cascade, dans la réponse à la cascade, mais aussi dans potentiellement les biomarqueurs qui pourraient jouer un rôle et mieux expliquer les relations hôte-virus. Donc tout ça est essentiel à essayer de conduire. Mais aussi, c'est important d'agir, de concevoir et d'évaluer des interventions pour prévenir, dépister, traiter, avec les outils de science de la mise en œuvre pour pouvoir accéder à ces adolescents et aller les chercher là où ils le sont, organiser le rattrapage du dépistage, les opportunités manquées et s'assurer qu'ils restent bien dans les soins. Donc, globalement, les défis et l'enjeu est considérable pour l'avenir. On a besoin de recherche. Cette recherche doit être multidisciplinaire et associer les sciences fondamentales, les cliniciens, les associatifs et les professionnels de terrain. En tout, on a besoin d'engagement et c'est important de s'investir dans la santé globale des adolescents. Globalement, indépendamment du VIH, c'est très intéressant d'organiser des programmes de prévention du papillomavirus, de réduire les mariages forcés. Mais ce qui est le plus coût efficace, c'est quand même d'organiser l'éducation et les études secondaires de ces adolescents. Et cela a déjà démontré un impact en termes de prévention du VIH dans une étude conduite au Botswana qui montre que chaque année d'études dans une cohorte de femmes qui était augmentée avait un effet protecteur qui permettait de baisser de 8% la prévalence. Donc très intéressant à garder en tête pour pouvoir avancer. Je voudrais terminer en disant que les adolescents, évidemment, font partie de la solution et que, certes, c'est une période de crise, mais c'est certainement une période de créativité, d'opportunité et qu'il est vraiment important de les inclure, qu'on essaye de développer des travaux avec les pairs éducateurs dans ce sens et qu'on a beaucoup de travail à faire autour de l'engagement des jeunes dans la recherche avec des réflexions en cours à l'ANRS. Merci à l'ANRS pour son soutien dans ces projets-là où on essaye de développer des approches pour un engagement plus actif des adolescents eux-mêmes dans la recherche du VIH. Et je voudrais terminer en disant que c'est vraiment une opportunité à saisir pour essayer d'accéder à tous ces adolescents avec un avenir serein. Je voulais remercier les patients, les équipes et mes collaborateurs avec lesquels je travaille et puis bien sûr l'ANRS pour son soutien. Merci beaucoup. Merci Valériane, c'était passionnant. Tu as mangé tout ton temps de questions. Un peu long, éventuellement, s'il y a une question brûlante, urgente. En fait, on n'y voit rien. Ah, je vois au fond, il y a un bras levé au fond de la salle. Merci beaucoup Valériane. C'est professeur Ndri Yoma. Oui, je reconnais. Coordonnatrice ANRS Abidjan. Cette question des adolescents est une question très préoccupante et tu l'as si bien dit, depuis 2010, nous sommes préoccupés par l'avenir des enfants, les adolescents vivant avec le VIH-Sida. Alors, dans ta présentation, tu as parlé de l'organisation des soins. Je pense que c'est là la principale problématique, parce que comment faire passer des adolescents qui ont 14 ans ou plus de 14 ans des services de pédiatrie vers les services de consultation adultes.
Nous avons essayé, mais ça a été très difficile parce que l'adolescent étant dans une période de crise, il ne supporte pas d'être visible dans une consultation d'adulte. Ce qui fait que la détection précoce de tout ce que tu as cité, comment les mettre sous traitement, comment faire la sensibilisation. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un taux élevé de grossesse en milieu scolaire. Ça veut dire que chez ces adolescents, la sensibilisation n'est pas efficace. Donc, il y a plusieurs volets de recherche, dont l'aspect comportemental. Je pense que l'ANRS devrait aussi mettre l'accent sur ces aspects comportementaux qui font partie de la cascade. Et comment faire en sorte de prendre en charge de façon optimale ces adolescents dans un milieu de soins déjà surchargé par les adultes, et puis tous ces problèmes de stigmatisation qui persistent chez les adolescents avec des risques de suicide. Parce que peut-être il n'a pas dit assez, il faudrait peut-être faire une étude pour voir un peu l'impact de cet aspect de rejet de l'adolescent dans le système de soins et proposer une meilleure organisation pour eux. Voilà, donc j'ai un peu fait une contribution, mais ma question c'est l'organisation des soins. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour étudier la meilleure organisation des soins pour prendre en charge les adolescents? Oui, je pense qu'il faut le concevoir et le réfléchir de façon adaptée au contexte. Et c'est souvent différent, mais il faut l'anticiper. Je voulais juste revenir sur le fait que, effectivement, les premières personnes qui ont alerté sur la santé des adolescents, c'est justement les infectiologues adultes qui ont vu arriver des vagues d'adolescents et qui, tout d'un coup, disparaissaient à cause des tentatives de suicide, mais qui avaient accès aux antirétroviraux, ce qui était particulièrement inacceptable. Et juste un commentaire pour dire que c'est essentiel à anticiper, qu'il doit y avoir une connexion entre les pédiatres et les infectiologues adultes et qu'il faut l'organiser. Et les surprises au début, qui fonctionnent très bien, c'était vraiment le fait que ça n'était pas préparé. Et il y a aussi des interventions qui sont tout à fait qui sont développées au niveau local et dans chacun des contextes. Et par exemple, au Centre Boaké, en Côte d'Ivoire, il y a un vrai accompagnement avec une cérémonie de passage du flambeau des communautés pédiatriques au fil actif adulte qui marche très bien. Et depuis qu'ils ont mis en place ce système d'organisation de la prévention, il n'y a plus de décès en post-transition. Donc je pense que c'est très important à organiser et c'est peut-être aussi à créer et à organiser dans le contexte et que ça doit être un souci que l'on doit avoir en tête dès qu'on voit des jeunes et des adolescents. Merci pour cette question. Merci Valériane. Merci. Donc nous allons continuer avec Mathilde Perret. Mathilde est chercheuse post-doctorante en psychologie sociale de la santé au pôle POPS, Université Lumière Lyon 2. Ces thématiques de recherche portent sur les enjeux psychosociaux en santé des populations en situation de vulnérabilité, tels que l'identité sociale, l'empowerment et le vécu de stigmatisation. Donc, Marie a travaillé pour sa thèse en psychologie en mai 2023 sous la direction de Marie Préau sur les enjeux psychosociaux au sein du programme communautaire malien Gundoso et un travail qu'elle est en train de reproduire au Sénégal, si je ne m'abuse. Vous avez la parole pour 15 minutes. Merci. Alors déjà, merci à l'ANRS de me donner cette opportunité de vous présenter cette recherche qui porte sur la question du partage de la sérologie chez les adultes au Sénégal, donc le projet Tag ou Pitch. Alors, tout d'abord, le fait de révéler ou non sa sérologie pour les personnes qui vivent avec le VIH, c'est une étape qui est très importante dans leur trajectoire biographique, mais elle représente un enjeu puisqu'ils doivent peser le pour et le contre dans le fait de la partager, puisqu'il peut y avoir un bénéfice dans le fait d'avoir un plus grand soutien social, cela peut diminuer leur anxiété, mais également leur faire courir le risque de vivre de nouvelles discriminations et d'avoir moins de soutien social.
En tant que jeunes adultes vivant avec le VIH et les adolescents, comme l'a présenté Valériane, ils sont susceptibles de vivre d'autres vulnérabilités, en plus de celles-ci. Ils font face à des risques de discrimination dans l'entrée dans la vie professionnelle, mais également sur le plan intime, dans la vie sexuelle et reproductive. Et puis le partage de statut, leur partage à eux, les confronte aussi à la crainte des conséquences du partage chez les autres membres de leur famille, leurs parents, leurs frères et sœurs, qui peuvent aussi être infectés par le VIH. Donc, au Sénégal, le VIH représente encore un enjeu de santé publique important. En 2022, il touchait 42 000 personnes et il y avait encore beaucoup de discriminations importantes et on observait une faible connaissance des moyens de prévention chez les jeunes. Donc, le projet que nous allons vous présenter, Tagu Pitch, il s'inscrit dans une démarche communautaire. On définit les démarches communautaires, les interventions, les programmes de recherche qui visent à la fois des objectifs scientifiques, mais aussi des objectifs sociaux. Dans ces projets, on va travailler avec, par et pour les communautés concernées. Et donc, les savoirs expérientiels des communautés sont mis en avant et utilisés. Ces programmes, ils visent aussi, ils sont tournés vers l'action et ils visent une transformation sociale, une justice sociale à plus long terme. Donc c'est dans ce contexte que le programme Tagu Pitch a été pensé et conçu. Ce programme, il a pour but de donner des outils aux jeunes adultes sénégalais vivant avec le VIH sur la question du partage du sérologique. Donc il ne fait ni la promotion du partage ni du secret, mais il vise bien à outiller les participants. Donc il prend la forme de 7 séances de 2 heures qui sont animées par 3 animateurs issus du réseau Convergence Jeunes, qui est une association de jeunes communautaires vivant avec le VIH au Sénégal. Mais il a été construit également avec d'autres associations, des associations burkinabèses et maliennes, et des équipes de recherche Trans-VIH-MI et le POPS de l'Université Lyon 2. Donc pour vous faire un petit historique, le programme Tagu Pitch, il est issu à l'origine d'un programme québécois, le programme Pouvoir Partager, dont les membres de l'association Arcade Santé Plus ont eu connaissance en participant à l'enquête Partage, qui a permis d'adapter ce programme québécois au contexte malien, et c'est devenu le programme Gundoso. Donc ce programme Gundoso, il a été évalué, et en parallèle avait lieu au Sénégal le programme Transition, qui a permis de son côté de mobiliser les jeunes Sénégalais et de les faire participer à des ateliers de recherche participative et à la création de médiation scientifique. Tout cela, ça a mené à la création du projet Tagu Pitch, qui est l'adaptation du programme Gundoso aux jeunes vivant avec le VIH au Sénégal. Puis à la recherche interventionnelle, qui est la mise en place d'une version pilote de Tagu Pitch au Sénégal. Donc, le programme Tagu Pitch, il est le fruit de la rencontre de 2 recherches, principalement la recherche ANRS Gundoso, qui visait à évaluer les effets à court et moyen terme de ce projet qui est à destination de femmes vivant avec le VIH au Mali. Donc, les premiers résultats de cette étude qui ont été publiés dans Healthcare ont permis de montrer comment, en participant à ce programme-là, on pouvait voir un processus d'empowerment apparaître chez les participantes à plusieurs niveaux. En parallèle, il y avait la recherche interventionnelle Transition, donc au Sénégal, qui a permis de mobiliser les jeunes et de créer le réseau Convergence Jeunes et de les faire participer à des ateliers de recherche participative, à un projet de médiation scientifique via les podcasts positifs que vous pouvez retrouver en ligne et qui a permis d'identifier la problématique du partage de la séropositivité comme un des enjeux majeurs qui était vécu par les membres du réseau. Donc l'intervention Tagu Pitch, elle est construite dans une démarche communautaire en s'inscrivant dans la suite des programmes québécois et maliens. Elle répond aux besoins identifiés par ces jeunes vivant avec le VIH et elle est animée par les jeunes eux-mêmes qui ont été formés par les animatrices maliennes de Gundoso. En plus de cette intervention, a été construite une recherche qui a été développée aussi dans une démarche communautaire et elle visait à appréhender les différents enjeux rencontrés par les participants de Tagu Pitch dans la gestion de leur sérologie et pour étudier l'acceptabilité et la faisabilité de la mise en place d'un tel programme. Donc 3 assistants de recherche ont été recrutés parmi les membres du réseau. Ces 3 assistants de recherche communautaires ont été formés à la recherche et ainsi les outils de recueil de données, le recueil de données et l'analyse ont été co-réalisés avec une chercheuse en psychologie sociale.
Donc la recherche, elle a permis de mettre en place des entretiens semi-directifs à la fois avec les participants et les animateurs du programme, à 2 temps, une fois avant Tagu Pitch, puis une fois le programme terminé, et une analyse thématique réflexive collaborative a été réalisée. En complément, une enquête par questionnaire a été réalisée auprès des participants, à la fois au début du programme, puis 2 mois après la dernière séance de Tagu Pitch. Donc, dans la première vague de Tagu Pitch, 20 participants ont été recrutés via le réseau Convergence Jeunes. Ils avaient 21 ans en moyenne, 25% avaient déjà partagé leur statut, 35% se sentaient capables de peser le pour et le contre avant de décider de partager ou de garder le secret, et 70% étaient en demande d'être renforcés pour pouvoir partager via le programme Tagu Pitch. Maintenant, je vais vous présenter les premiers résultats issus des analyses des entretiens auprès des participants. Donc, avant qu'ils participent à Tagu Pitch, les participants expriment évoluer dans un environnement social qui est handicapant, tant au niveau familial, avec des pressions vis-à-vis du mariage, mais également vis-à-vis des représentations sociales négatives qui sont partagées dans la société sur le VIH. Le VIH, il est vécu comme un poids par les participants, notamment le moment de l'annonce qui est décrit comme difficile. Comme ici l'exprime une participante, j'étais tellement choquée parce que j'avais peur, parce que je me disais où j'ai pu avoir cette maladie, comment, et je me suis demandé moi-même qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Certains participants ont déjà pu partager avant de participer à Tagu Pitch, et ça de manière positive, mais beaucoup souhaitent pouvoir partager mais ne savent pas comment le faire. Mais au quotidien, ils peuvent s'appuyer sur différentes ressources. Certains ont déjà des connaissances sur le VIH et également sur le soutien social qui est apporté par le personnel hospitalier qui les accompagne, mais également au sein de leur famille. Maintenant, je vais vous présenter les premiers résultats issus de l'analyse des entretiens post-Tagu Pitch, donc une fois que les participants ont participé au programme dans son intégralité. Et ce qui ressort, c'est que les participants font part de nouvelles connaissances et de compétences qui sont acquises pendant le programme, qui leur permettent de faire face aux difficultés qui sont présentes dans leur environnement, comme les pressions, les sollicitations à devoir se marier. Ces connaissances sur le VIH et le traitement, elles permettent également de leur faciliter l'acceptation du fait de vivre avec le VIH. Comme le dit une participante, le fait d'acquérir plus de connaissances, eh bien certes, on a certaines notions, mais tu sais, ça ne sera jamais suffisant. Le fait qu'on est là et qu'on renforce nos capacités, c'est une bonne chose concernant le VIH. Tagu Pitch, il est aussi représenté comme un lieu d'acquisition de stratégies dans la gestion de la sérologie. Ici, une participante nous explique quel levier d'action elle a trouvé pour pouvoir partager à son futur mari. Si je dois faire le partage avec mon futur mari, je lui dis que je dois aller à l'hôpital pour voir ma santé et tout. Mais genre, avant, je vais aviser mon médecin en lui disant que je serai accompagnée avec et que je veux faire le partage avec lui aussi. Et enfin, le groupe Tagu Pitch, puisque ce sont des séances collectives, est présenté comme un espace de soutien social qui perdure une fois les séances terminées et qui permettent de se sentir moins seul et d'apporter de l'aide psychologique. Ici, la participante l'a décrit comme sa seconde famille. En plus, on vit la même chose et je peux me confier facilement à eux. Parfois même, je parle plus avec cette famille-là que ma famille de sang. Donc pour conclure, nous pouvons dire que le programme Tagu Pitch, il permet d'apporter une réponse communautaire pour développer différentes ressources psychosociales qui permettent de répondre aux besoins qui étaient exprimés par le réseau Convergence Jeunes sur la question du partage du statut sérologique. Le programme Tagu Pitch, il semble renforcer l'empowerment psychologique des jeunes pour ce qui est des constats préliminaires. Celui-ci, il est jugé efficace dans le sens où il développe le pouvoir d'agir des participants dans leur gestion de la sérologie, avec un accroissement de la littératie et la mise en place d'un réseau de soutien social, mais également l'accroissement d'un sentiment d'efficacité personnelle. C'est un programme qui est reproductible de façon autonome par les jeunes associatifs. Actuellement, un deuxième volet de Tagu Pitch est en cours et une troisième saison se prépare, mais celle-ci sera sans financement, ou alors ce sera aux jeunes associatifs communautaires de savoir où chercher des fonds. De telles méthodologies communautaires nous semblent pertinentes pour renforcer à la fois les capacités des communautaires, que ce soit les animateurs, mais également les assistants de recherche communautaire et également les chercheurs et les chercheuses pour pouvoir mieux comprendre le vécu des populations et les problématiques rencontrées.
Merci pour votre écoute. Je tiens à remercier mes collègues assistants de recherche, Aminata Diop, Moussa Fall, Mohamed Lamine Souané, ainsi que Marie Préau et Cécile Cam, et l'ensemble du groupe Tagu Pitch avec qui a été réalisé ce travail. Donc, je disais merci pour cette très belle présentation. Pas de questions, mais peut-être juste pour que les gens puissent mieux comprendre. Tag pitch, ça a une signification. Pitch, c'est l'oiseau et tag, c'est le nid, en fait. Voilà. C'est un peu peut-être le concept que vous avez utilisé pour ce travail. Alors, au début, c'est donc le programme malien Gundoso. Gundoso, en langue bambara, ça veut dire la chambre des confidences. Et c'était le nom qui avait été choisi par les femmes vivant avec le VIH au Mali, puisque c'était un endroit sécurisant. Quand on a fait l'adaptation culturelle du Mali au Sénégal, les jeunes ont choisi le nom Tagu Pitch, puisque c'était l'idée qu'ils puissent s'envoler, avoir des nouvelles compétences et devenir autonomes avec leur sérologie. Donc, il est prévu maintenant une pause café, parce qu'on n'a pas eu de café tout à l'heure, donc c'est l'heure du café. Et par contre, il faut qu'on reprenne à 16h, donc 10 minutes de pause.